Bonjour, merci d'être venu. Donc je vais commencer. Je me présente, je suis Jérôme Devoucou, je suis développeur PHP depuis une dizaine d'années. Et plus récemment, je me suis orienté vers du Node.js ainsi que de l'infrastructure automatisée via AWS, Ansible et Terraform. Je vais vous présenter un projet que j'ai construit pour Gin, qui est une agence de communication digitale. Voici l'outil sur lequel j'ai travaillé, qui s'appelle Plugger. Il s'agit d'un outil de veille qui permet aux entreprises de gérer leur réputation en ligne, principalement les articles de presse et les réseaux sociaux. Il permet de suivre en temps réel les sujets qu'on choisit de surveiller, tout en ajoutant des scores afin d'évaluer la pertinence des résultats. Il propose plusieurs vues, une dédiée au flux en temps réel, une pour les analytics, et enfin une directement focalisée sur les influenceurs. Je vais donc vous expliquer où se situe notre projet Nomade par rapport à ça, ainsi que les difficultés que ça a représenté pour nous. Donc on a simplement des process qui vont collecter des messages sur Internet via des API REST ou du streaming, qui vont stocker ça sur des bases de données NoSQL, notamment Elasticsearch. Et donc enfin, il y aura la partie front qui permettra d'accéder à l'appli en SaaS, afin de consulter les messages très rapidement. Donc nous, notre travail il est au niveau des process qui sont en entrée, qui s'appellent le crawler. Et donc la difficulté, elle vient avant tout du flux d'entrée qui est permanent. Donc ça implique qu'il n'y a aucune coupure de service possible. Et non linéaire, d'autant plus à forte variation. C'est-à-dire que vu qu'on ne maîtrise pas forcément ce que nous envoient les streams, on doit pouvoir scaler up ou down de façon assez rapide pour s'adapter à la charge. Donc concrètement, on est capable de gérer 1000 entrées par seconde. On a un objectif d'être autour des 100 millisecondes pour les requêtes API qui sont faites au niveau du SaaS. Et aussi, une des promesses, c'est d'afficher les messages en temps réel, c'est-à-dire dès qu'ils apparaissent sur Internet, qu'on puisse les restituer sur le soft. Donc je vais vous expliquer les difficultés que Nomad nous a permis de résoudre par rapport à ce projet. Donc nous, au début, on avait commencé très simplement avec un serveur, un repo Git qui exécute des process via une cron tab. Donc c'est très bien, mais ça fonctionne, ça fait le boulot. Mais c'est assez compliqué à maintenir. Ça nécessite beaucoup de maintenance justement pour adapter la charge. Il faut beaucoup de surveillance humaine finalement. Quand la machine est saturée, il faut l'augmenter. Avoir une machine plus grande, ou alors mettre différents serveurs. Ça nécessite d'avoir plusieurs serveurs à gérer par les développeurs, répartir les jobs. Et puis on a peu d'outils en fait pour visualiser ce qui se passe. Un process peut utiliser 100% de la machine. Donc voilà, donc c'est beaucoup de maintenance et qui finalement crée assez peu de valeur pour l'entreprise et est assez pénible à la fois pour les devs et les ops. Donc une des premières... déjà, qu'est-ce que Nomad? C'est tout simplement un scheduler de conteneurs. De facto, nous on a utilisé Docker, mais il faut savoir qu'il peut utiliser d'autres technologies de conteneurisation. Donc il est microservice friendly, c'est-à-dire que
Pour nous, ça a été aussi l'occasion de découper de briser le monolithe, comme on dit, de découper notre application en microservices, donc en petites bases de code qui interagissent entre elles via des API REST. Et ça apporte aussi l'isolation des ressources. Donc on a eu pas mal d'avantages à adopter cette structure. Et donc Nomad, via un système de master et worker, permet de scaler le nombre de workers qu'on veut. Donc on peut automatiser le nombre de machines qui seront créées. Et d'autant plus avec les microservices, en fait, on peut adapter la charge sur les microservices qui nécessitent le plus de ressources. Donc c'est utile, comme on l'a vu, pour pouvoir augmenter la taille de l'infrastructure assez rapidement s'il y a beaucoup de données qui arrivent, mais aussi quand la charge est passée, de réduire donc la taille des instances pour ne pas payer pour rien de l'infrastructure. C'est d'autant plus compatible avec l'utilisation d'un fournisseur de cloud qui permet de popper ou dépopper des machines à volonté. Donc Nomad, c'est un scheduler qui ne fait que scheduler. C'est-à-dire qu'il est vraiment simple d'utilisation. La prise en main est assez rapide. Il est conçu pour ça, donc ça facilite son installation, la maintenance. On le verra plus tard aussi, le monitoring. Voilà, une des autres caractéristiques de Nomad, c'est d'être open source. Donc on peut vraiment consulter l'intégralité du code. On peut interagir sur le code, pourquoi pas via des pull requests, et remonter des issues directement aux développeurs. Il faut savoir qu'il propose également un outil entreprise, mais enfin, pour nos besoins de prod, on n'a pas eu besoin de cette version-là. Et c'est aussi quelque chose que je voulais dire, c'est qu'il est simple, mais aussi fournit suffisamment de fonctionnalités pour être viable en prod. Et donc dernière chose, il est multi-cloud ready. Donc on peut l'installer sur n'importe quel data center physique, mais également des fournisseurs de cloud tels que AWS, Google Cloud, etc. Et il va un peu plus loin en permettant vraiment de faire du multi-cloud, c'est-à-dire d'avoir un système homogène qui soit réparti sur les différents fournisseurs de cloud. Donc ça, c'est une évolutivité intéressante, et tout ça, ça représente des arguments qui nous ont poussé à choisir ce scheduler plutôt qu'un autre. Donc je vais vous présenter plus en détail le cluster fait avec Nomad. Donc nous, on est sur une base AWS, donc via un système de sécurité de subnet privé et public. On a aussi des accès par bastion. On utilise ECR comme registry de nos images Docker, et aussi de l'Elasticsearch pour du Redis persistant. On utilise également SQS pour le queuing, S3 pour le stockage, etc. Donc voilà nos instances qui sont créées avec Nomad. Donc on est dans un système de master et de worker. On est en multi-master, multi-zone pour de la haute disponibilité. C'est-à-dire qu'une des zones, un des data centers d'Amazon peut tomber, l'application continue de fonctionner. Ou si le master leader est tué, un autre récupérera la charge. Et donc on fait tourner le Docker Engine au niveau des workers,
où on a nos microservices qui sont faits en Node.js, ainsi que des Redis non persistants. Donc on utilise Consul pour le service Discovery, qui fonctionne main dans la main avec Nomad. Il permet donc il est couplé au master Nomad, et ensuite on met des clients Consul, et on mettra des clients Consul sur l'ensemble des instances du cluster. Il permet donc aux différentes machines de se voir entre elles, et il a aussi des fonctionnalités de health check et de stockage de données. Donc on utilise aussi également Vault pour stocker les secrets qui sont dans nos microservices. Donc là, on a aussi du multimaster pour Vault. Et on voit que là, c'est 3 outils d'HashiCorp, donc Nomad, Consul et Vault, qui interagissent vraiment entre eux, dans le sens où Vault va stocker ses secrets sur Consul de façon sécurisée. Et Nomad va communiquer directement avec Vault au moment où on pop les conteneurs Docker pour injecter les tokens. Donc pour les points d'entrée, on utilise du trafic qui interagit avec Consul, donc qui permet d'accéder aux différentes API REST de nos microservices depuis l'extérieur. Une des best practices, c'est d'utiliser un centralizer de log, donc comme Greylog, qui permet donc d'avoir un dashboard qui récupère l'ensemble des logs sur le système de tous nos services. Et enfin, la dernière brique, mais pas des moindres, qui est le système de monitoring. C'est Prometheus, il y a un serveur Prometheus qui va fonctionner avec Consul pour collecter les metrics des différents services sur le cluster. Donc c'est la particularité d'être en pool. Et Grafana Server qui permet, qui communique avec Prometheus et qui affiche les dashboards de tous les métriques sur le système, et qui a aussi des fonctionnalités qui permettent de faire de l'alerting. Donc je vais vous présenter plus en détail les métriques. Donc c'est plutôt recommandé d'éviter d'avoir des pléthores de métriques vides de sens. Donc autant en avoir peu et bien les comprendre. Donc bon, il y a toujours les classiques qui sont le CPU, la RAM, l'espace disque qui est le trafic réseau. Et on a mis également des métriques plus spécifiques à Nomad, telles que la répartition master-worker, le nombre d'allocations qui correspond à nos conteneurs Docker, les jobs également, qui correspondent aux déclarations de ces allocations, et les statuts des différentes allocations et des différents jobs. Donc le dashboard, c'est très utile parce que ça permet d'avoir un état de santé d'un seul coup d'œil de tout le cluster. Ça donne aussi une vision dans le temps des évolutions qui peuvent se passer. Et ça permet de faire des diagnostics très rapidement, des corrélations qu'il pourrait y avoir. Typiquement, un nombre d'allocations qui explose pourra provoquer une saturation réseau au niveau du master. Et on verra les deux courbes qui sont ensemble et donc agir en conséquence. Il y a également de l'alerting. Donc nous, on a mis des sons de base sur le CPU, la RAM, l'espace disque et l'état des instances. Donc on est on est alerté par mail ou par notification Slack, parce qu'on n'a pas envie de rester les yeux rivés sur les dashboards tout le temps. Et on notera aussi qu'on a mis une certaine marge pour être prévenu en cas de problème. Par exemple, l'espace disque, on est prévenu à 75%, ce qui nous laisse un certain temps pour réagir avant que le problème soit réellement vraiment critique.
Donc une fois qu'on a construit le cluster, on va s'amuser à le détruire. Nous, notre problématique, c'est qu'on avait construit donc un environnement en pré-prod et on voulait s'assurer que ça tienne le coup en prod, tout simplement, avant de le passer. Donc, déjà utiliser de l'infrastructure as code. Donc nous, on utilise Ansible et Terraform qui nous permettent d'avoir une représentation sous forme de code de toute notre infrastructure, de construire une pré-prod et via quelques changements de variables, on peut changer le compte sur lequel on pointe, les différents paramètres. On peut créer une prod qui est complètement identique à la pré-prod. Une des choses qui est recommandée aussi, c'est vraiment d'avoir une pré-prod qui a une charge quasi identique ou le plus possible à la prod, parce qu'il y a pas mal de problèmes qui surviennent justement avec la charge, et pas forcément directement. Ça peut agir au bout de 2 jours, une semaine, donc vraiment laisser tourner les choses. Alors c'est pas forcément évident quand on a une prod vraiment énorme, donc ça représente des coûts. Mais vu que c'est des infrastructures qu'on peut monter assez rapidement, on peut justifier ce coût et enfin, simuler vraiment la charge, quitte à la réduire après, une fois que les tests sont validés. Donc ensuite, il y a la résistance au burst. Donc nous, on l'a vu, il peut y avoir des montées en charge assez rapides. Donc pour simuler ça, ce que je fais, c'est que je bloque tous les workers en entrée, ce qui a pour effet de remplir les queues en entrée, et donc de simuler une forte charge. J'attends quelques dizaines de minutes et je relance. Donc ça permet de voir déjà en combien de temps je peux absorber les surplus de charge, et de voir si le système résiste, tout simplement. Et donc ensuite, il y a les techniques de chaos engineering. Donc, on peut casser un master, casser le leader. Il faut qu'un autre master en attente prenne le lead et que l'ancien master se reconstruise. De façon similaire sur les workers, un worker peut tomber, ça ne doit pas bloquer le système, et on doit le détecter et repoper un autre worker. Pour les conteneurs aussi, on doit pouvoir casser des conteneurs et que ça ne provoque pas de coupure de service et qui se recrée. Donc ça, c'est des tests à valider en pré-prod. Et une fois qu'on est sûr que ça tienne le coup, c'est des techniques qui s'automatisent en prod. Voilà, donc je vais vous donner quelques pro tips par rapport à mon retour d'expérience de mise en prod. Ouais, ah oui, d'accord. Je ne sais pas si vous m'entendiez bien. Non, c'est bon. Voilà. Donc, ce qu'on a eu, c'est des problèmes de conteneurs qui restaient en pending state des heures, voire des jours. Donc ça, c'est tout simplement au niveau des jobs nomades, il y a une politique de restart policy qui vaut mieux pas ignorer. Donc là, par exemple, je mets 10 essais toutes les 10 secondes, et si ça marche toujours pas, on attend 5 minutes, et 10 essais toutes les 10 secondes. Donc nous, pour notre cas, en fait, c'était des communications avec Vault qui échouaient. Donc ça peut arriver, donc ça bloquait la création, et donc là, avec ce pattern, au bout de 10 secondes, le test est relancé, et il y a des chances que ça marche. Une chose qu'on n'aurait vraiment pas voulu voir en prod aussi, c'est que le réseau soit complètement saturé, et au niveau du master, donc qu'il soit complètement mort, inaccessible. Donc ça, en fait, il y a un paramètre de garbage collector au niveau du client nomade qu'il faut paramétrer pour le déclencher régulièrement. Donc pour nous, c'est quelque chose qui apparaissait au bout de plusieurs jours, mais qui était justifié parce qu'on avait beaucoup de conteneurs qui étaient créés à faible durée de vie. Et en fait, ça créait des allocations qui restaient en statut completed, donc qui étaient juste gérées par le master, mais qui concrètement ne servaient à rien. Donc il fallait bien s'assurer que le garbage collector soit déclenché, et ça réglait le problème.
Donc on a eu aussi des soucis d'alerting CPU à 100% qui n'étaient pas pertinents. En fait, il faut savoir que Nomad va répartir la charge sur les différents workers en se basant sur 100% du CPU. Donc il y a une option qui est les ressources réservées, qui permet, donc là par exemple, on met 95% du CPU réservé à Nomad, on met l'alerting juste au-dessus, et donc on n'est pas dérangé, mais si vraiment un jour on dépasse les 95%, c'est que là vraiment il y a un problème. Et une dernière chose qu'on n'aurait vraiment pas voulu voir en prod, c'est que Prometheus soit down, donc qu'on soit complètement aveugle sur l'état du système. Donc pour ça, j'ai quelques recos. Déjà, passer au moins sur la version 2 de Prometheus, qui résout pas mal de problèmes de stabilité. Aussi, veiller à avoir une rétention qui soit pertinente. Ça ne sert à rien de garder 4 ans de Matrix. 1 ou 2 semaines, ça peut suffire. Et ça soulage beaucoup le système. Et enfin, ça peut être justifié quand même d'avoir beaucoup de Matrix, surtout avec les microservices. Donc il faut savoir qu'on peut scaler Prometheus via une fédération de serveurs et via une TSDB externe, telle que OpenTSDB ou TimescaleDB ou d'autres. Voilà, donc pour nous, donc les résultats sont bons. On a pu faire notre mise en prod au début de l'année. Donc on n'a pas eu de problème jusque-là. On est sur un trend de 100 conteneurs en continu, donc ça peut varier. On est à 20 entrées par seconde par projet qu'on peut gérer, donc on est sur 50 projets actifs et on a 42 millions de documents qui sont consultables en temps réel sur la plateforme. Donc voilà, donc ma conclusion, c'est que Nomad nous a permis de prendre en main notre système de microservices en étant proche de nos composants et en ayant des compétences réutilisables sur n'importe quel fournisseur de cloud. Je vous encourage donc vivement à l'utiliser. J'ai mis quelques liens sur la prise en main de Nomad et des infrastructures automatisées. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Oui. Oui, donc la question c'était sur le schéma de déploiement, voilà. Il y a certains nœuds où il n'y a pas Nomad, donc je me pose la question pourquoi ce choix pour Prometheus, enfin le monitoring system et trafic en particulier. Et qui supervise du coup ces nœuds-là? Ok, donc la question c'est si pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis tout sous Nomad finalement? Ouais, ok. Donc en fait notre choix ça a été effectivement de mettre uniquement Nomad au niveau de nos microservices, enfin pour gérer nos microservices. Bon, après, il y a plusieurs écoles, mais je trouve ça assez pertinent de laisser les metrics en dehors de Nomad, vu que c'est le système de monitoring qui supervise Nomad. De la même façon pour les logs. Après, effectivement, pour les points d'entrée trafic, nous, ça nous a paru plus simple à gérer comme ça, en fait, parce qu'on n'a pas... en fait, il va communiquer avec tous nos microservices de façon globale, finalement. Et enfin, même, c'est pas le seul cluster que je construis, et j'ai tendance à vraiment fonctionner au niveau des EC2, des machines virtuelles, pour certains programmes. Pour
pour les microservices, en fait, on a choisi de tout faire en stateless. Et donc là, on n'a aucun stockage de données au niveau de ce qui est géré par Nomad. Comme on peut voir, par exemple, pour Redis, on a gardé que les Redis non persistants dans Nomad. Et pour du Redis persistant, on a choisi plutôt Elasticache. Donc on a eu certains problèmes justement de scalabilité avec Redis. Redis, ça nécessite quand même un minimum de connaissances pour être scalé, pour créer un cluster finalement. Et là, par exemple, les services managés font très bien facilitent beaucoup la tâche. Donc voilà. Donc il y a des parties effectivement qui ne sont pas sous Nomad, mais voilà. Quand ça supervise le système, je préfère le laisser en dehors quand même. Après, effectivement, la question peut se poser pour les points d'entrée. Mais bon, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à la question. Qui a la responsabilité de... ouais, qui est en charge de s'assurer que Prometheus fonctionne. Donc, nous, en fait, on gère tout en interne chez Engine, la partie dev et la partie ops. Et après, on communique directement avec AWS. Donc après, c'est le modèle de partage de responsabilité selon AWS, où typiquement, ils vont dire pour le fait qu'on puisse créer des EC2, enfin pour des fonctionnements de base d'AWS, c'est eux qui supervisent. Il y a aussi pas mal de protections de sécurité qui sont de facto dans AWS. Mais par exemple, si on ne met pas à jour les packages de nos machines, ça c'est de la responsabilité des ops qui utilisent AWS. Donc on se réfère au modèle de responsabilité d'AWS. Oui, pardon. Merci. Je voulais juste savoir sur la montée en charge par rapport au flux d'entrée. Oui. J'ai cru comprendre que Nomad pouvait vous aider à le gérer. Oui. C'est géré de manière dynamique par rapport au flux d'entrée, ou c'est quelque chose par action manuelle qui va permettre d'augmenter le nombre d'instances pour traiter, nombre d'instances Docker pour traiter. Alors c'est une très bonne question. Il y a plusieurs choses qui auto-scale le système. Nous, on a, comme le système est actuellement, en fait, il y a pas mal de schedulers qui sont eux-mêmes des microservices et qui vont s'occuper en fait d'observer les différentes les charges de queuing, etc. Et qui va popper en fait le nombre de workers spécifiés par rapport au traitement qui est demandé. Donc en fait, on met aussi des limites parce que si on met pas de limites, tout simplement, ça peut casser le système. Donc en fait, c'est quelque chose qui est contrôlé où en fait, nous, on a une répartition vraiment par projet. Et en fait, on va définir des paramètres et on va permettre à chaque projet de pouvoir avoir une charge suffisante pour supporter la charge qui est liée à sa configuration. Alors, il y a un développement dans les microservices. On pourrait faire de l'autoscaling directement au niveau AWS sur les workers. Pour l'instant, on ne l'a pas fait, mais parce qu'on n'a pas des besoins hauts à ces niveaux-là. En fait, la courbe est assez stable, mais c'est quelque chose effectivement qu'on pourrait améliorer. Merci.